Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous Bruno Guy, je ne vous présente pas, je rappelle simplement que vous êtes un ancien haut fonctionnaire, aujourd'hui enseignant, titulaire non pas d'une chaire, mais maître de conférence à l'Université de La Réunion en matière de relations internationales. Merci de cette visite à Paris, La Réunion étant loin. Parlons un peu, si vous le voulez bien, faisons un bilan de l'actuel quinquennat sous un angle double, celui un bilan de la politique étrangère française, mais également de la réussite ou de l'échec, enfin je pense poser la question c'est y répondre, de l'échec des gouvernements actuels, puisqu'il y en a eu plusieurs. On a eu M. Ayrault, on a eu M. Valls, un, deux, j'en sais rien. En tout cas, tous ces hommes se suivent et ne ressemblent pas. Je dirais juste, avant de céder la parole, qu'il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on se demande pourquoi il y a un Premier ministre en France, puisqu'on a un omniprésident qui apparaît tous les jours dans les lucarnes, à tout bout de champ, qui s'exprime, qui est partout. On dirait qu'il a le don d'ubiquité, il saute d'un avion dans l'autre. Alors est-ce un VRP, donc un représentant commercial de ce pays? Est-ce un super diplomate, un super chef de guerre? Et au fond, pourquoi un homme à Matignon si toutes les fonctions sont cumulées par l'Élysée? Ouais. C'est une bonne question. C'est vrai que traditionnellement, la politique étrangère fait partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République, mais c'est vrai qu'il a une attitude que vous avez qualifiée d'ubiquité qui consiste effectivement sur tous les fronts à la fois, et qu'on se demande à la limite effectivement à quoi sert le Premier ministre. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce président qui avait annoncé qu'il serait un président normal, on se demandait bien d'ailleurs ce que ça voulait dire, mais on a vu ce que ça donne. C'est un président en fait qui est très actif, mais dont l'activité consiste, pour l'essentiel me semble-t-il, à faire des démonstrations d'allégeance. Et je prendrai au moins deux exemples qui me paraissent tomber sous le sens. C'est d'abord ce voyage aux États-Unis, dont on ne parle plus parce qu'on l'a oublié, mais qui a quand même été extraordinaire. Vous avez un président français qui va aux États-Unis, alors même qu'on sait que les services secrets américains, Dieu sait s'ils sont efficaces, espionnent toute l'activité publique, et même privée, je crois, de notre pays, et qui va, en quelque sorte, entonner avec le président Obama une sorte d'hymne à l'amitié franco-américaine, comme s'il n'y avait aucune différence, ne serait-ce que d'analyse, entre la France et les États-Unis sur les grands problèmes du monde. Et quand on compare ça avec ce qui se passait il n'y a pas si longtemps, avec des présidents comme le général de Gaulle bien sûr, mais aussi Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, et même Jacques Chirac quand même, on est quand même stupéfait de voir à quel point la France est retombée dans le giron atlantiste. Alors, Nicolas Sarkozy avait préparé le terrain. Mais je trouve qu'avec François Hollande, c'est encore plus net. Sans doute parce que François Hollande s'entend mieux avec Barack Obama que Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que la France a décidé, aussi bien d'ailleurs à l'égard de la Libye, mais ça c'était du temps de Nicolas Sarkozy, mais surtout à l'égard de la Syrie. C'est-à-dire l'engagement de la France dans une guerre civile qui se déroule très loin de nos frontières, et où elle choisit, alors non seulement elle commet, à mon avis, l'erreur de s'engager, mais en plus elle choisit le mauvais camp. C'est-à-dire celui qui aujourd'hui, à 95%, est piloté par des organisations djihadistes. Ça, quand même, il faudra un jour faire le bilan. Qui viennent faire la guerre aussi chez nous. Et qui viennent faire la guerre. C'est quand même pas M. Assad qui fait mitrailler les terrasses des cafés à Paris. Or, c'est M. Assad. Vous avez à Sciences Po un certain nombre d'intellectuels de haut niveau, de haut rang, qui nous explique qu'en fait, Daesh est une fabrication de M. Assad. Hein. Alors tout à fait. Alors c'est très intéressant. On patauge même pas dans le paradoxe. Je suis intéressé à l'un d'eux d'ailleurs qui s'appelle Jean-Pierre Filiu, moi également, qui est totalement omniprésent dans tous les médias possibles et imaginables, et qui, de sa voix de fausset, nous explique régulièrement que c'est Bachar qui a créé Daesh, c'est comme une sorte de rime, vous voyez, Bachar a créé Daesh, et que, de toute façon, tout est la faute de Bachar, qui plus est, massacre son peuple à l'arme chimique. Ce sont des citations, ce que je viens de dire, ce sont des citations de M. Filiu. Quand on en est à ce niveau grotesque, je dirais, de mensonge éhonté sur un dossier pareil, on se demande effectivement... D'inversion accusatoire. D'inversion maligne, vous voyez, et accusatoire, où finalement le vrai devient faux, le faux devient vrai. On se demande où on va. Or, il faut savoir que M. Filiu, qui est membre du Parti Socialiste, et qui publie d'ailleurs une partie de ses chroniques sur le site du Parti Socialiste,
est le principal conseiller de François Hollande et de Manuel Valls sur la question syrienne. Il y en a un autre aussi, mais on se le garde pour tout à l'heure. On ne peut pas supposer que M. Fillus soit financé par le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou par les États-Unis c'est pas par nécessaire. d'autres. Voilà, dans son cas, c'est pas nécessaire. Ça montre une espèce d'aberration mentale. Lui, ce n'est plus du domaine de l'erreur. Mais c'est ce type de raisonnement, c'est pas perturbant, qui malheureusement aujourd'hui pilote notre politique. Alors on avait autrefois du temps de Gaulle et peut-être un petit peu jusqu'à 2003 avec Chirac et Villepin, une politique arabe, ou en tout cas une politique orientale pour la France, une politique méditerranéenne, dirons-nous. Aujourd'hui, existe-t-elle encore? Là aussi, poser la question, c'est certainement y répondre. À quoi ressemble une politique? Une politique, à mon sens, une politique étrangère ne peut que défendre des intérêts d'ordre nationaux, en tout cas souverains. Quels intérêts défend-on aujourd'hui? Donc, à ce titre, quelle est notre politique étrangère? Voilà. Si la France continue de regarder ce qui se passe au Moyen-Orient avec des lunettes soit américaines, soit israéliennes, soit la plupart du temps d'ailleurs des deux obédiences, il est clair qu'elle ne peut pas regarder le Moyen-Orient avec des lunettes françaises. Croire que la France ait au Moyen-Orient les mêmes intérêts que les États-Unis d'une part et Israël de l'autre me paraît extrêmement grave. C'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ou Israël sont les ennemis de la France, pas ce que je dis, mais je pense que la France a d'autres intérêts à faire valoir que cette espèce d'allégeance dans laquelle elle a sombré depuis 10 ans, et M. Hollande n'a fait qu'accentuer. Allégeance, inféodation. Allégeance, soumission. Soumission. J'ai écrit un article qui s'appelle « De la soumission considérée comme une politique étrangère ». Et on peut même aller dans ce cas jusqu'à la servilité. Oui, la servilité, parce que quand M. Valls va en Israël pour expliquer toute la sympathie qu'il a pour M. Netanyahou, et que d'ailleurs sa visite est couverte par les 4 médias dont M. Patrick Drahi est propriétaire, on peut aussi se poser des questions. M. Patrick Drahi qui a la double nationalité française, et même triple nationalité. Il était algérien à l'origine, non? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un binational. Oui. Il est israélien, ce qui est son droit, mais par contre, ce qui me préoccupe en tant que citoyen français, c'est le fait que la couverture de presse, pour l'essentiel de la visite du Premier ministre en Israël et en Palestine, principalement en Israël d'ailleurs, a été faite par les 4 médias dont il est propriétaire. C'est anecdotique. Ce qui est plus préoccupant, c'est que la France, en fait, ne fait rien si ce n'est faire allégeance. C'est ça qui est inquiétant. Donc vous êtes en train de nous dire que lorsque M. Hollande s'est rendu à Washington, qu'il est allé frapper toc-toc à la Maison-Blanche, c'était pour y prendre ses ordres. Oui, d'abord, il a dit que, au fond, même si la NSA espionnait ce qui se passait, y compris dans sa propre alcôve, c'était pas grave. Je caricature un peu, mais enfin c'est un peu ça, premièrement. Et deuxièmement, il a, à la suite de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs orchestré la réintégration de l'outil militaire français dans le commandement intégré. Alors, actuellement, il y a une rumeur, mais plus qu'une rumeur, disant que de nouveau, il y aurait des bases américaines qui s'installeraient en France. Mais c'est tout à fait possible, puisque le texte qui a été voté au mois d'avril, en catimini, par une assemblée au rang clairsemé, est un texte qui prévoit effectivement, en application du protocole de Paris de 1953, la possibilité pour des troupes américaines de se réinstaller en France. Donc nous serons, comme le Japon ou comme l'Allemagne encore aujourd'hui, ou la Corée du Sud, un pays occupé. Ben oui, puisque pays occupé par cet allié que nous aimons tant, mais occupé quand même. Mais en tout cas, le général de Gaulle, en 1966, les avait mis dehors, était sorti du commandement intégré, même si nous sommes de facto revenus dans ce commandement intégré lors de l'opération des Nations Unies, mais délégués à l'OTAN en Afghanistan, puisque nous étions sous commandement américain. Mais monsieur Sarkozy n'a fait qu'entériner ou avaliser un état de fait. Ceci étant dit, les formes symboliques ont leur importance. On n'était pas obligé de réintégrer ce commandement. Et puis, quel message envoyons-nous si nous privons de cette souveraineté stratégique que le général de Gaulle, finalement, nous avait donnée, avait léguée au peuple français? Quel message envoyons-nous au reste du monde? Ça veut dire que si nos forces militaires sont placées sous commandement américain, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'une feuille de cigarette entre la politique française et la politique américaine. Alors, cela veut dire qu'en fait, puisque l'on parlait d'intégration, que
l'euratlantisme, ou plutôt le Oui. bloc euro-atlantique ou euro-atlantique, est déjà constitué, que le pôle de commandement, le centre, c'est Washington, Manhattan, ce que vous voulez, et que les Français ne sont plus que des gens à la périphérie chargés de porter un peu, de soulager l'Amérique du poids de la sécurité mondiale. Mais sous couvert, c'est un mot orwellien, sécurité. En fait, c'est une politique d'expansion constante, d'encerclement de l'espace eurasiatique, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Tout à fait. Donc c'est plutôt une politique offensive. Bien sûr. En tout Mais cas, jamais les États-Unis n'ont autant de bases militaires à l'étranger, ils en ont 700. Les Russes en ont 2, dont une au Kazakhstan et une en Syrie. Alors c'est quand même pas, vous voyez, nous sommes du côté de cette hyperpuissance militaire qui représente à elle seule 50% des dépenses militaires mondiales, qui a 700 bases militaires à l'étranger et qui est en train d'encercler... plus comme toutes vous les dites, petites pistes d'avions sur La lesquelles les avions de la CIA transportant de la drogue Exactement. décollent et atterrissent. Exactement. Et la France prend des sanctions contre la Russie et fait allégeance aux États-Unis. Enfin, il est inconcevable qu'un président comme Général de Gaulle, ou Georges Pompidou, ou Jacques Chirac, même François Mitterrand, peut-être, Même François Mitterrand, qui pourtant était atlantiste, se soit à ce point, si vous voulez, rallié à la bannière étoilée. Le ralliement est total, il est inconditionnel, il est presque pavlovien. Vous voyez. Oui, même le mot ralliement me gêne presque. C'est plus qu'un ralliement. C'est une inféodation. Oui, mais au sens très fort du terme. Mmh. C'est-à-dire, oui, on a prêté le serment d'allégeance. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes effacés, nous n'existons plus. Tout à fait, tout à fait. Bon. D'ailleurs, c'est ce que le monde, je crois, constate. C'est que la France n'existe plus. Alors, bilan du quinquennat hollandais. Bah, écoutez, je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin dans l'effacement de toute ambition nationale et de toute souveraineté. Alors, peut-on dire que l'Hexagone, ne parlons plus de France, mais de l'Hexagone, que l'Hexagone, en tant qu'État constitué, structuré, existe encore, même si toutes les apparences de sa permanence sont là. Après tout, quand on regarde les forces de police qui sont aujourd'hui épuisées et excédées par les contradictions du pouvoir qui leur demandent des choses contradictoires. C'est un symptôme très fort. Lorsque les forces de sécurité ne croient plus en leur mission, on peut se demander si l'État existe véritablement. Et quand un État n'existe plus à l'étranger, il existe rarement à domicile. Donc nous avons une sorte de vacances du pouvoir. Ah, il y a un délitement, oui, il y a un délitement de la puissance publique. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Et où tout cela peut-il conduire, à court terme ou à moyen terme? Bah, heureusement, comme on est en démocratie, les élections approchent et les Français font un choix. Voilà. Et je crois que c'est vrai qu'une situation comme celle qui existe aujourd'hui ne pourrait pas durer. Voilà. Heureusement, on a instauré le quinquennat. Oui, mais il y a la toute-puissance des médias qui fait qu'à un moment donné, moi ou l'apocalypse, moi ou le chaos, c'est ce qu'avait dit De Gaulle en 68, risque de refaire basculer toujours les choses dans le même sens. C'est remettre, au fond, M. Hollande, qui ne s'est pas prononcé quant à sa candidature, que ce soit à des primaires ou tout court pour la prochaine présidence, joue aussi sur les divisions, sur l'inexistence de l'opposition. Parce que entre M. Copé, M. Juppé, il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats et aucune figure ne se détache réellement. Madame Le Pen en embuscade, et ouais, c'est sûr. Non, mais la tâche va être difficile quand même pour François Hollande. Dans les derniers sondages, il est derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors, dernier mot, pensez-vous qu'il puisse y avoir, parce qu'on sait que c'est Sun Tzu qui le disait bien, 8 siècles avant Jésus-Christ, quand le peuple grogne, tout va bien. Quand le peuple est dans la rue, tout va bien. Mais quand le peuple se tait, alors là, tout va mal. C'est mauvais signe. Pensez-vous qu'il puisse y avoir à un moment donné une catharsis, une cristallisation du mécontentement et que cela débouche sur... On peut avoir une crise sociale... Pensez-vous que... Mais je pense que les institutions de la Ve République ont beaucoup de défauts. Elles ont quand même le mérite de permettre à intervalles réguliers de réguler les conflits. Voilà. Alors que le mode de sélection de nos dirigeants ne soit pas au point et qu'effectivement on puisse se poser des questions. Même le fonctionnement de l'élection présidentielle est problématique.
parce que finalement il contribue à lisser certaines aspérités et à ramener toujours le choix final à deux personnages. Bon, là nous sommes dans mais c'est un autre sujet. Nous sommes dans un cadre de réflexion prédictible, mais on voit monter quand même les incidents terroristes, les actes terroristes, que ce soit en Belgique, en France. C'est un facteur X, un facteur extérieur qui peut également perturber le jeu. Et je noterai, je vous livre à votre méditation ou à votre réflexion ou à votre commentaire cette idée que le terrorisme, la montée du terrorisme est proportionnelle à la décomposition de l'État, et que le terrorisme n'existe que sur les États qui sont en voie de désagrégation, en voie de déshérence profonde, et que de ce point de vue, le terrorisme a encore de beaux jours devant lui, en France tout au moins. Oui, surtout quand ce terrorisme a été au moins indirectement alimenté par la politique de ce même État. Je pense que tout est dit. Voilà. Merci Bruno Guigues. Merci. Merci à tous et à tous. À très bientôt.